Chihiro était un nerd solitaire et un peu pervers, obsédé par les filles zombies après la mort de sa mère. Sa vie change quand il trouve un livre sur la résurrection et tente de créer une potion pour son chat mort. Il transforme accidentellement la fille la plus populaire en zombie et en fait sa petite amie. Avant ça, Chihiro était un simple d'esprit qui passait ses journées à regarder des films de zombies et à fantasmer sur ses filles zombies préférées. C'était sa routine depuis que la mort de sa mère lui avait brisé le cœur. Il a trouvé du réconfort dans les zombies et un chat errant, Babou. Mais ce réconfort éphémère disparaît quand un jour, un camion prend la vie de Babou. Chihiro a de nouveau le cœur brisé et après avoir enterré Babou, il sent que sa vie n'a plus de sens. Cette nuit-là, il se souvient soudain d'un livre mystérieux trouvé il y a quelque temps et réalise qu'il parle de ressusciter les morts. Il ne perd pas une minute, déterre Babou, le met dans une glacière et se dirige vers un hôtel abandonné pour commencer. Après quelques nuits à essayer de créer la potion, il réalise qu'il pourrait échouer car une page importante du livre est brûlée. D'après ce qu'il déchiffre, il lui faut une plante vénéneuse. Il en essaie plusieurs, mais aucune ne fonctionne. À ce moment, il entend des pas et regarde par la fenêtre. Il voit Reya, la fille la plus populaire de l'école de filles voisine, marcher vers le puits de l'hôtel. Elle s'agenouille et crie qu'elle est fatiguée de jouer la fille obéissante et veut une vie normale et libre. Chihiro ouvre un soda, prête à profiter du spectacle, quand Reya crie qu'elle ne posera plus pour les séances photos bizarres de son père. Il s'avère que depuis qu'elle est petite, son père malade mental, Dan, l'a fait poser nue pour des photos. Chaque année, en grandissant, elle s'est sentie mal à l'aise et lui a dit qu'elle ne ferait plus partie de ses fantasmes bizarres. Mais ce maniaque a menacé Reya. Si elle s'opposait à lui, tous ceux qu'elle aime disparaîtraient. Elle n'avait donc pas d'autre choix que de supporter ça. Dès que Chihiro entend ça, il lâche le soda et Reya le voit, ce qui la gêne. Quelques instants plus tard, ils sont assis maladroitement dans le hall quand Reya se tourne vers Chihiro et le supplie de ne rien dire de ce qu'il a entendu. Elle offre de faire n'importe quoi en retour. Chihiro jette un œil à ses fesses comme paiement avant de lui dire qu'il comprend sa situation. Mais elle continue de jacasser qu'elle aimerait mourir et renaître quelqu'un d'autre. Puis elle se tourne vers Chihiro, se demande s'il vient aussi crier dans le puits et apprend son plan de résurrection de Babou, ce qui la fascine. Il dit à Reya qu'il sait que c'est égoïste car si Babou revient à la vie, il ne sera probablement plus lui-même. Mais elle dit que non, car elle pense que Babou veut le voir aussi. Chihiro sourit, se souvient qu'elle ferait n'importe quoi pour lui et lui dit de devenir son cobaye, de se transformer en zombie pour Babou. Il recule vite, dit que c'est une blague et mentionne que son obsession pour les zombies se manifeste car il n'a aucun intérêt pour les vraies filles. Reya demande s'il prendrait de sa responsabilité si elle devenait un zombie, mais Chihiro se dégonfle, ce qui la fait sourire et lui dit d'y réfléchir avant de partir. La nuit suivante, Reya retourne à l'hôtel et regarde des films de zombies pendant que Chihiro travaille sur sa prochaine recette. Quand il demande son aide, Reya demande pourquoi la potion n'est pas prête et apprend l'histoire du livre brûlé. Il explique qu'il a essayé toutes les plantes vénéneuses possibles, mais rien n'a fonctionné. À ce moment, Reya pense à quelque chose et s'enfuit vite, seulement pour trébucher et offrir à Chihiro une vue de son derrière. Il fait semblant de n'avoir rien vu, ce qui la soulage. Quelques heures plus tard, Chihiro s'inquiète de son absence et regarde par la fenêtre. Il la voit escalader une falaise. Pensant qu'elle a perdu la tête, il la retient avant qu'elle ne tombe et lui dit d'arrêter de faire sa mère issue. Après s'être calmée, Chihiro lui demande d'être plus prudente, mais Reya dit que ça n'aurait pas d'importance si elle mourait, car il pourrait la ramener à la vie. Chihiro répond qu'il n'a pas encore ressuscité Babou, mais elle devient sérieuse et lui demande de promettre qu'il la ressuscitera si elle meurt. Chihiro reste silencieux. Une fois calmé, il lui demande pourquoi elle a risqué sa vie. Reya explique qu'elle voulait cueillir des hortensias de la montagne, car elle sait que leurs feuilles sont assez vénéneuses pour envoyer un homme dans l'au-delà. Chihiro demande comment elles peuvent être l'ingrédient secret si on les trouve partout. Mais Reya dit que son père lui a strictement interdit de les toucher quand elle en a pris dans son jardin et elle le convainc de les utiliser. Une fois la plante ajoutée, il obtient une boisson radioactive qu'il donne à Reya pendant qu'il sort Babou de la glacière. Elle verse secrètement une partie de la boisson dans une fiole et il verse le reste dans la gorge du chat, seulement pour être déçu quand aucune résurrection ne se produit. Plus tard, alors que Chihiro fait ses bagages pour rentrer, Reya essaie de le réconforter en suggérant de réessayer demain. Mais il brise son espoir, expliquant qu'il ne peut plus faire souffrir Babou et qu'il l'enterrera demain. Il l'invite aussi à les rejoindre et la remercie de son aide. Reya est contrariée de ne plus pouvoir le rencontrer ici, mais force un sourire et s'en va. Chihiro remarque alors qu'elle s'est tordu la cheville et la porte comme une princesse, réalisant ses fantasmes. En la plaçant sur le siège arrière de sa moto, Reya se demande pourquoi elle est l'aînée dans une famille dysfonctionnelle et non normale, souhaitant vivre un jour comme une fille ordinaire. Plus tard,
Chihiro la dépose en périphérie de son domaine, Reiya ayant insisté et révélé qu'elle s'était faufilée en secret pour le voir. Alors qu'elle espère que son père déficient mental ne le découvrira jamais, Chihiro lui rappelle d'être là pour l'enterrement de Babou demain. Reiya promet, tandis que son père l'espionne de loin avec ses jumelles. Dès qu'elle atteint sa maison, il l'appelle et l'assomme d'une gifle. Pendant ce temps, Chihiro rentre chez lui. Sa cousine sexy Renko, qui prend un bain dans sa salle de bain, l'appelle depuis la fenêtre. Le pauvre est choqué de voir son fanservice gratuit. Il demande pourquoi elle est là si tard, mais elle dit qu'elle fait ce qu'elle veut et le suit dans sa chambre. Elle lui demande pourquoi il agit bizarrement et rentre si tard depuis la mort de Babou, et Chihiro ne peut que faire de piètres excuses. Elle n'en croit rien et le pousse, s'emparant de sa glacière, se demandant si son hobby de zombie lui fait disjoncter le cerveau. Chihiro lutte pour l'empêcher de toucher la boîte, mais Renko le tient à distance et l'ouvre. Babou en saute et s'enfuit. La méchante est confuse, Chihiro est excité d'apprendre que sa sorcellerie de 3e ordre a fonctionné. D'autre part, Reiya retourne dans sa chambre, anéantie après avoir été battue par Dan et appris qu'il l'a retirée de l'école. Elle s'assied sur son lit, sort la fiole et la boîte avant de s'endormir, sachant que même si cela ne la transformera pas en zombie, cela la tuera. Cependant, le lendemain matin, elle se réveille normalement et trouve étrange d'avoir survécu à une boisson faite de feuilles d'hortensia, notoirement toxiques. N'ayant pas d'autre choix, elle affiche un faux sourire et salue joyeusement son père et sa belle-mère froide, Arya. Cette dernière l'interroge sur le coup d'hier soir et lui rappelle comment ses échecs affectent son image de présidente. Alors que Raya fait de piètres excuses en disant qu'elle voulait juste voir la lune, Dan avertit sa femme de ne pas être impoli avec Raya, ce qui l'énerve et elle quitte la pièce en colère. Il s'excuse ensuite auprès de Raya de l'avoir traité comme son souffre-douleur hier soir, mais elle lui dit qu'elle le méritait pour lui avoir désobéi. Cela fait battre son cœur, alors il retire ses gants et tient le visage de Raya, lui rappelant qu'il est le seul dont elle a besoin. Il remarque son uniforme et lui rappelle qu'elle fera l'école à la maison désormais. Ce à quoi elle répond qu'elle a oublié et s'excuse. Soudain, le majordome arrive et on demande à Raya de retourner dans sa chambre. Elle ne part pas et écoute leur conversation, apprenant que le majordome a découvert Chihiro et que son père prévoit de le priver de ses joyaux. Pendant ce temps, Chihiro savoure la résurrection de Babou et se vante de son incroyable exploit. Renko lui rappelle que ce qu'il a fait est immoral, pas de quoi être fier. Sa petite sœur, Mero, n'est pas du tout perturbée car elle a toujours su que son frère avait des vis desserrées dans le crâne. Chihiro les ignore et dit à Renko de se réjouir que Babou soit de retour. Mais elle pointe le regard vide dans ses yeux et craint qu'il ne se transforme en vrai zombie. Elle rappelle aussi à l'idiot que les zombies mangent des humains, ce qui pourrait déclencher une apocalypse zombie. Mais alors, Babou s'enfuit dans le cimetière voisin. Chihiro le suit avec Renko, qui explique qu'elle n'est là que pour surveiller le fou avant qu'il ne commette une autre abomination. Les deux le suivent à travers le quartier jusqu'à ce que le chat saute dans un tuyau de drainage. Mais quand Renko pense que c'est fini, Chihiro saute aussi. Pendant ce temps, Reiya se faufile hors de sa maison pour sauver Chihiro de son père, ce qu'Arya voit de la fenêtre. Elle saisit cette chance pour enfin que son mari néglige s'occupe d'elle. Mais comme toujours, il l'ignore car il n'est intéressé que par les intrigues sous-développées. Dans le tuyau, Renko reste coincé grâce à ses atouts naturels, tandis que Chihiro continue sa poursuite et finit à l'arrière de l'hôtel abandonné où il a fait ses expériences. Au même moment à l'école, Yasutaka réalise qu'il ne touchera jamais une femme. Alors, il se tourne vers son ami Intelomoji et lui fait un massage de melon. Cependant, avant qu'ils n'entrent en territoire arc-en-ciel, Reiya arrive et leur demande des nouvelles de Chihiro. Moji lui dit qu'il n'est pas venu à l'école aujourd'hui. Yasutaka passe en mode réinitialisation et demande ce qu'elle veut avec ce minable. Reiya dit qu'elle veut seulement protéger ses précieuses noix et s'enfuit, laissant Yasutaka pleurer sa malchance. Reiya, quant à elle, décide de se diriger vers l'hôtel abandonné pour trouver Chihiro sans savoir que son majordome la suit sur ordre de Dan. Pendant ce temps, Chihiro, se demandant le lien entre l'hôtel et Babou, le trouve mangeant des feuilles d'hortensia. Il réalise qu'il est là où Reiya a failli tomber hier soir. Elle apparaît alors sur la falaise, trébuchant sur son pied blessé, se maudissant d'avoir fait du mal à Chihiro, le seul à l'avoir vue telle qu'elle est. Son père dérangé apparaît derrière elle et lui dit de rentrer tant qu'il est prêt à lui pardonner. Cette fois, quand il essaie de la toucher, Reiya repousse sa main, fatiguée de son obsession malsaine. Elle déclare que même si elle est sa fille, son corps et son cœur ne lui appartiennent pas et qu'elle a besoin de sa liberté. Dan lui demande si elle parle de la liberté de sortir avec des garçons. Sans réponse, il lui attrape le bras et la traîne. Chihiro la regarde le supplier d'au moins lui donner un jour de liberté. Mais Babou saute sur la falaise et interrompt Dan. Alors que le vieil homme recule, se plaignant de son allergie au chat, Reiya reconnaît Babou et s'agenouille, réalisant que la drogue vaudou a fonctionné. Cela met Dan encore plus en colère.
Il sort sa cloche pour chasser Babou, mais Reya protège le chat et glisse de la falaise. En chutant, elle s'écrase sur une souche, ses entrailles s'arrachent et elle se vide de son sang dans le champ d'Hortensias. Dan réalise son acte et perd sa volonté de vivre. Une forte pluie tombe. Chihiro la regarde, choqué par son état. Il lui demande de parler et se souvient qu'elle lui avait dit de la ramener à la vie si elle mourait, ce qui l'accable. Il se détourne pour ne plus voir son corps, mais Reya l'appelle. Il se retourne et la voit debout, les entrailles pendantes. Elle s'approche et lui dit de prendre ses responsabilités comme promis, avant de s'effondrer dans ses bras. Chihiro remarque ses yeux rouges et réalise qu'elle est devenue sa fille de rêve. Pendant ce temps, Dan, submergé par le chagrin d'avoir tué sa fille, voit son majordome pointer Reya et dire que Dieu a eu pitié d'eux. Quand Dan lève les yeux, il est choqué de la voir s'éloigner comme si rien n'était. Il lui attrape le bras, suggérant l'hôpital, mais il la sent froide et sans pouls. Reya repousse avec sa main et dit qu'elle n'est plus la fille qu'il connaissait. Ce soir-là, Dan s'enferme dans sa salle de bain, entouré de photos de Reya, noyée dans sa dépression. Pendant ce temps, les domestiques racontent la fugue de Reya avec Chihiro. Arya les interrompt, demandant ce qu'elle jacasse. Elle révèle qu'au retour de Dan, il marmonnait que Reya l'avait quitté et s'était enfermé. Arya, irritée, se dirige vers lui après les avoir réprimandés. Dès qu'elle part, les reines du potin chuchotent qu'elle couche avec des garçons de club car Dan ne veut pas d'elle. Arya fait irruption dans la salle de bain et interroge Dan sur l'affaire Reya. Il marmonne qu'elle l'a quitté pour un crétin fauché. Arya s'emporte, disant que ce coup ruinera sa réputation à l'école. Mais son majordome intervient, expliquant que c'est un certain Chihiro qui l'a emmené. Cela redonne vie à Dan. Il se lève vite dans la baignoire, accusant Chihiro d'avoir manipulé sa fille innocente et jurant qu'il le lui fera payer. Pendant ce temps, Arya fixe le bloc de viande qui lui manque chaque nuit, se demandant quand ce sera son tour. Au même moment, Reya recoute sa blessure avec une aiguille, ce qui étonne Chihiro. Elle explique que c'est grâce à un cours de couture obligatoire à l'école et sourit de ne plus ressentir de douleur. Chihiro la prend par les épaules et lui demande comment elle peut être si insouciante alors qu'elle est morte. Comprend-elle la gravité de la situation? Reya se retire, rougit, disant qu'elle est nerveuse. C'est sa première fois dans une chambre de garçon. Chihiro se demande si elle s'est cogné la tête en tombant. Quelque temps après, Reya regarde par la fenêtre. Chihiro se demande si elle compte vivre à ses crochets et jette un œil à ses atouts en paiement. Reya le surprend en disant que Babou est dans un arbre. Chihiro est surpris de voir ses yeux normaux. Reya dit que Babou est heureux là. Chihiro demande si elle comprend ses miaulements. Elle répond oui. Il pense que c'est parce qu'ils sont zombies, mais ne comprend pas pourquoi Babou a agi si étrangement après sa transformation. Reya, agissant normalement, remarque son regard et demande s'il préférerait qu'elle se comporte comme ses petites amies de films de zombies. Chihiro rougit et dit qu'elle est mignonne telle qu'elle est. Elle lui rappelle de prendre la responsabilité de son bien-être. Il se demande ce qu'elle veut dire. Chihiro s'attend à ce qu'elle parle de sortir ensemble ou de mariage, mais Reya dit vouloir voir des films et visiter des parcs d'attractions, car elle ne pouvait pas le faire vivante. Elle sourit, lui demande de l'aider à vivre comme une fille normale. Chihiro est émue et rougit. Juste à ce moment-là, Reya a soudain envie de l'embrasser. Elle le tient par les épaules, rapprochant son visage de Chihiro. Mais avant que leur intrigue ne se développe, la voix forte de Renko appelle Chihiro de l'extérieur. Il doit la divertir. La grande gueule le traite de crétin pour l'avoir abandonné et dit qu'elle monte. Mais comme Chihiro ne veut pas que quiconque découvre Reya, il la convainc de discuter de cette question à l'extérieur. Avant de partir, il demande à Reya de rester dans sa chambre. Et une fois qu'il est parti, Reya n'arrive pas à croire qu'elle allait embrasser Chihiro si Renko ne se présentait pas. Pendant ce temps, alors que Chihiro emmène Renko au Riverside, elle utilise ses mouvements de lutte professionnelle sur lui jusqu'à ce qu'il s'excuse de l'avoir ignoré. Elle s'installe alors et suggère qu'il se procure bientôt un téléphone portable, mais Chihiro dit qu'il est un baby boomer dans l'âme, donc il n'en a pas besoin. À ce moment-là, Yasutaka et Mogi apparaissent également, et le perdant, obsédé par les filles, court vers Chihiro et le supplie de la présenter à Reya. Il le traite même de Dieu pour avoir attrapé une fille aussi sexy, mais Chihiro affirme qu'il n'aime que les filles zombies, ce qui lui fait réaliser à quel point sa situation actuelle est parfaite, car une fille aussi mignonne que Reya est un zombie maintenant et elle est actuellement dans sa chambre. Alors qu'il rougit et commence à sourire, Ranko se sent sus et lui demande ce qui ne va vraiment pas avec lui, mais il dit que ce n'est rien. Au même moment, Reya est assise silencieusement dans sa chambre et se demande si Renko est quelqu'un qui intéresse Chihiro, ce qui la rend un peu jalouse. Elle se distrait en profitant de la maison vide et en se dirigeant vers la salle de bain. Là, elle enlève ses bandages et prend une douche pour se rendre compte qu'elle ne sent plus si la température est chaude ou froide. À ce moment-là, elle trouve un suslufa et commence à jouer avec, seulement pour que la porte s'ouvre soudainement et que le grand-père dément de Chihiro, Joguro, entre.
Reiya lui dit immédiatement de partir et couvre ses complots. Cependant, le bonhomme cultivé lui saute dessus et s'empare de ses atouts tout en l'appelant Sata. Après quelques difficultés, Reiya parvient enfin à s'échapper et court jusqu'à la chambre de Chihiro, laissant derrière elle le psychopathe sénile qui se jette alors sur Mero qui vient de rentrer chez lui. Elle le repousse facilement et quand il l'appelle aussi Sata, elle lui rappelle que le nom de sa femme était Kyo, pas Sata. D'un autre côté, Reiya remarque que c'est l'heure du dîner et pense à Dan, se demandant comment elle a réussi à échapper à ces séances photo bizarres du jour au lendemain pour se retrouver dans les bras du grand-père cultivé de Chihiro. Cependant, elle se sent toujours heureuse d'être enfin libre et s'allonge sur le sol. Lorsque Chihiro rentre chez lui tard dans la nuit, il la trouve à moitié endormie par terre avec rien d'autre qu'une serviette. Alors qu'elle le salue de sa voix endormie, Chihiro lui dit de se couvrir pour ne pas attraper froid, seulement pour qu'elle lui rappelle qu'elle est déjà morte. Cela ressuscite le nerd zombie à l'intérieur de Chihiro et il s'agenouille rapidement à côté d'elle, lui posant un tas de questions pour savoir si son estomac lui fait mal maintenant qu'il s'agit d'un zombie, ce à quoi elle lui rappelle que ses intestins se sont brisés quand elle est morte. Elle mentionne également que son corps ne bouge plus comme d'habitude, presque comme s'il se raidissait. Et quand Chihiro touche son bras, il se rend compte que la rigidité cadavérique s'installe, ce qui signifie que son corps se décompose lentement. Il la place rapidement sur son lit et commence à réfléchir à des moyens de protéger son corps, car s'il ne le fait pas, elle pourrira dans quelques jours. Après avoir fermé les fenêtres et tiré les rideaux, Chihiro allume le climatiseur et souhaite une bonne nuit à Reiya avant de quitter la pièce. Il se dirige ensuite vers le sanctuaire de sa maison et s'allonge sur le sol, rappelant le beau sourire de Reiya. Alors que l'imagination de sa pourriture s'installe, Chihiro se rend compte qu'il doit trouver un moyen de la préserver rapidement. Le lendemain matin, il demande à Mero son livre sur la conservation des cadavres, mais elle dit qu'elle l'a déjà prêté à une de ses amies. Voyant l'air déçu sur son visage, Mero demande pourquoi il en a besoin, seulement pour qu'il l'ignore et parte, la faisant se demander pourquoi il agit si méfiant ces derniers temps. Après cela, il retourne dans sa chambre et surveille Reiya de près, s'inquiétant de ce qu'il devrait faire pour l'empêcher de se décomposer le plus longtemps possible. Mais son père, Dune, l'appelle en bas pour le petit déjeuner et interrompt son processus de réflexion. Chihiro lui dit qu'il sera descendu dans une minute et se rend compte que laisser Reiya sur son lit comme ça n'est peut-être pas la meilleure idée. Alors, il lui prépare rapidement un lit de fortune dans son placard et essaye de l'y installer. Cependant, il trébuche sur l'un de ses films de zombies et se retrouve par terre avec Reiya sur lui. Leur suspicion réveille son dégénéré intérieur et il finit presque par applaudir une véritable momie, seulement pour que Dune l'appelle à nouveau et arrête ses avances. Il place rapidement Reiya dans son placard, mais juste au moment où il est sur le point de partir, son estomac grogne, ce qui amène Chihiro à se demander ce qu'il devrait lui faire manger une fois que son corps sera revenu à la normale. Plus tard, alors qu'il déjeune avec sa famille, il se souvient que Reiya lui a demandé de l'aider à vivre comme une fille normale, alors il demande à Mero ce que signifie normal. Elle le regarde comme s'il venait de perdre une autre de ses cellules cérébrales, alors il dit peu importe et retourne à son repas. Au même moment, Renko livre un repas de son restaurant familial à la maison de Reiya, où elle trouve un junior de l'école caché dans les buissons. En lui demandant ce qu'elle fait ici, la junior explique qu'après la disparition de Reiya, elle est venue chez elle pour trouver des indices sur sa localisation. Cependant, elle n'en a trouvé aucun. Alors que Renko retourne chez elle, la fille la suit et explique à quel point Reiya était son idole. Alors, après avoir commencé à avoir l'air tout le temps bouleversée, elle s'est inquiétée. Elle montre également à Ranko quelques photos qu'elle a prises avec Reiya et met en valeur sa beauté exceptionnelle, rendant Ranko à la fois jaloux de Reiya et soupçonneux que cette fille puisse être un peu arc-en-ciel. Pendant ce temps, Chihiro se retrouve coincé avec sa tâche mensuelle de nettoyage du temple. Mais lorsqu'il s'inquiète du peu de temps dont il dispose avant que Reiya pourrisse pour de vrai, Dune, qui est également le prêtre du temple familial, dit à Chihiro qu'il ne peut pas accueillir un autre chat depuis la mort de Babou il y a quelques jours à peine. Le garçon explique qu'il n'y a pas de nouveau chat, juste le même vieux Babou qu'il a ramené à la vie. Mais Dune ne le croit pas et se demande s'il est sur des feuilles vertes étranges ces jours-ci. Cependant, Jogoro entend cela et dit qu'il a totalement vu Babou se promener. Et juste au moment où Chihiro commence à rire avec lui, il continue en qualifiant ses pilules de résurrection de génial. Chihiro se fige et demande ce qu'il entend par ces pilules de résurrection, mais grand-père revient rapidement à sa forme de geyser sénile et se lèche le nez, le rejetant complètement. Il essaye de le suivre pour poser plus de questions, mais Dune le rattrape et lui dit de ne pas se relâcher dans son travail. Alors qu'il retourne plus tard nettoyer sa maison, Chihiro imagine ce que Shagoro doit savoir d'autre, juste au cas où c'est vraiment lui qui a écrit la recette de la résurrection. À ce moment-là, Mero s'approche de lui et lui dit qu'elle va nettoyer les dégâts dans sa chambre. Bien que Chihiro la remercie d'abord et retourne à sa rêverie, il l'arrête soudainement quand il se souvient de Reiya et lui dit qu'il va nettoyer sa propre chambre, puisqu'il est un grand garçon maintenant. Mero le trouve mais le laisse faire, et Chihiro pousse un soupir de soulagement. À ce moment-là, Renko arrive avec une livraison de nourriture de son magasin familial. Et même si Chihiro est agacé par son arrivée inopinée, Dune se demande quand son fils décevant en aura un couple et fera de Renko sa belle-fille. Alors que la fille prend rapidement le train et commence à taquiner Chihiro, il l'ignore car il ne veut pas se lancer dans cette douce épreuve
épreuve de l'Alabama et retourne nettoyer le sol. Ranko, de son côté, continue de japper et révèle que lorsqu'elle est allée livrer de la nourriture chez Rhea aujourd'hui, elle a appris des femmes de chambre que Rhea s'était enfuie avec un amant. Alors qu'elle se demande ce que Rhea a dû ressentir après avoir retrouvé son amour interdit, Chihiro ne peut s'empêcher de les imaginer sur le point de développer un complot à l'intérieur d'une maison de plage, seulement pour que Renko fasse éclater sa bulle. Elle lui rappelle qu'il n'aime pas non plus les filles comme Rhea et lui demande comment il la connaît, ce à quoi il répond que ce ne sont pas ses affaires. Comme Chihiro ne renverse pas de thé, Renko lui dit au revoir et décide de partir pour ensuite changer d'avis à mi-chemin et se diriger vers sa chambre pour regarder un film de zombies. Dès qu'elle entre dans la pièce, elle sent le froid du climatiseur et l'éteint avant de se tourner vers la collection de films de Chihiro. Au même moment, elle trouve une longue mèche de cheveux et se rend compte qu'elle ne peut pas appartenir à Chihiro, ce qui signifie qu'il frappe une nana dans son dos. Soudain, elle a l'impression que quelqu'un la surveille depuis son placard, mais lorsqu'elle ouvre la porte, la literie est vide et aucun signe de Rhea. À ce moment-là, Rhea, qui est suspendue au plafond, saute sur Ranko, la faisant crier et commence à renifler ses melons. Au moment où elle les attrape, Ranko la reconnaît et la repousse, ce qui la fait saigner de la blessure au ventre. À ce moment-là, Chihiro court dans sa chambre après avoir entendu le cri de Ranko, seulement pour trouver Raya en train de lécher ses trailleuses. Dès qu'il l'éloigne, elle l'embrasse et le serre fort dans ses bras, lui brisant presque les côtes avec sa force folle. Chihiro, de son côté, réalise que le rêve de sa vie se réalise enfin, même si c'est au prix de sa respiration. Cependant, juste au moment où Rhea s'éloigne de lui, un Renko énervé lui crie dessus et se demande ce que Rhea parmi tous les gens fait dans sa chambre. Elle demande également pourquoi il ne l'a pas encore emmenée chez un médecin alors qu'elle saigne. Mais à ce moment-là, elle jette un coup d'œil à l'expression spirituellement morte sur son visage et réalise qu'elle est un zombie. Kiro soutient qu'il y a une bonne raison derrière tout cela, mais Renko n'écoute pas et commence à le frapper avec ses produits zombies, dans l'espoir de donner un peu de sens à son cerveau grillé. À ce moment-là, Rhea, désorientée, aperçoit Babu par la fenêtre et le suit sur le toit, rampant avec rien d'autre que sa serviette, tandis que Chihiro la rappelle anxieusement. Quand elle n'écoute pas, il saute aussi par la fenêtre et dit à Renko de faire sortir Jogoro des bains publics. Cependant, Doom l'aperçoit sur le toit et lui demande de quoi il s'agit du cri qu'ils ont entendu, ce à quoi il ment en disant que Renko regardait juste un film de zombies. Il lui dit de retourner à son devoir de nettoyage. Chihiro dit qu'il doit retrouver Babu, ce qui amène Dune à se demander si son fils a hérité de la démence de Jogoro à un si jeune âge. D'un autre côté, Chihiro trouve Babu et Rhea dans le champ d'hortensias près du cimetière, en train de mâcher les feuilles et regarde ses yeux revenir à la normale. Dès qu'elle reprend conscience, Chihiro l'appelle et elle se retourne, seulement pour que la serviette se défait et le bénisse avec une vue d'ensemble. Alors qu'elle crie et demande pourquoi elle est là, Chihiro attrape une chemise et la lui lance, comprenant enfin que puisque la toxine d'hortensia était l'ingrédient principal de sa potion de résurrection, manger les feuilles prolonge son effet. À ce moment-là, Jogaro sort sur le dos de Renko et demande à Chihiro si c'est lui qui a donné la vie à Sada, c'est-à-dire Rhea, et révèle que le médicament de résurrection n'est pas terminé. Alors que Chihiro le regarde avec surprise, le bonhomme habituellement dément dit que le corps de Rhea finira par se décomposer si elle ne continue pas à prolonger les effets de la drogue. Alors que le vieux prend Renko pour sa femme et commence à faire des choses avec elle, il explique que Rhea doit faire de l'exercice quotidiennement, rester au frais et manger des feuilles d'hortensia pour préserver son corps. Juste au moment où Renko le secoue enfin, Chiguro prévient Chihiro que même si la toxine ralentit la progression de la décomposition, le corps finira par pourrir puisque le médicament de résurrection n'est pas terminé. Cependant, Renko jette soudainement un pot en argile sur Chiguro, ce qui remet son cerveau en mode stupide, et Chihiro maudit sa chance. Alors que Dune et Mero arrivent également sur les lieux, la fille emmène Shagoro à l'intérieur pour qu'il ne viole plus Renko. Et Dune interroge Chihiro à propos de Rhea. Juste au moment où elle se rend compte qu'elle pourrait bientôt être expulsée de cette maison, Chihiro se relève enfin et demande à Dune de laisser Rhea rester chez eux, surprenant Renko qui ne pensait pas qu'il en ferait un jour une paire. Il explique que certaines choses se sont produites, et que maintenant Rhea n'a plus d'endroit où vivre, seulement pour que Dune dise qu'elle peut rester aussi longtemps qu'elle en a besoin, car leur temple a été construit à l'origine pour aider les femmes qui avaient besoin d'un refuge. Cela rend Chihiro si heureux qu'il se tourne rapidement vers Rhea et lui dit qu'elle peut officiellement vivre dans sa maison, ce qui amène Dune à se demander s'ils vivaient déjà ensemble. Chihiro rougit et nie l'accusation tandis que Renko regarde Rhea avec jalousie, réalisant qu'un cadavre ambulant pourrait avoir plus de chances d'applaudir Chihiro qu'elle. Soudain, elle se retourne et attrape une chemise sur la corde à linge, disant qu'elle doit rentrer chez elle et s'enfuir. Plus tard dans la soirée, Chihiro décide de consigner les activités de Rhea sur la base de ce que son grand-père a dit et espère trouver un moyen de la préserver en utilisant les informations qu'il collecte. À ce moment-là, Rhea jette un coup d'œil hors de sa chambre et lui demande si c'est vraiment bien pour elle de garder sa chambre pendant qu'il est obligé de rester dans le couloir. Chihiro dit que ce n'est pas grave tant qu'il en apprend de plus en plus sur les zombies, mais Rhea s'excuse toujours de lui avoir causé des ennuis. Elle dit également que cela ne la dérangerait pas de partager la chambre avec lui, mais Chihiro rougit et répond que ce serait trop risqué puisqu'ils se sont déjà
embrasser maintenant. Cette révélation choque Reiya et elle demande anxieusement ce qu'il veut dire. Ce à quoi Chihiro répond que ce n'est rien, la faisant se demander s'il a essayé de coucher avec elle lorsqu'elle a perdu connaissance. Chihiro dit que c'était l'inverse, mais Reiya ne croit pas à sa bouche idiote. De son côté, Miro les espionne et se demande si elle sera désormais obligée de voir se dérouler leur intrigue tous les jours. Le lendemain, Chihiro fait passer son aura dégénérée au niveau supérieur et commence à filmer les petits pains chauds de Reiya sous prétexte de documenter ses caractéristiques de zombie, même si elle est embarrassée et dit qu'elle ne veut pas de ça. Chihiro dit que c'est pour le développement de son personnage et continue de la filmer en lui demandant de lui en montrer davantage. Plus tard dans la nuit, alors que Chihiro dîne avec sa famille, Mero dit qu'elle en a préparé assez pour la portion de Reyes et Dune dit qu'elle devrait également les rejoindre pour le dîner. Chihiro ment en disant qu'elle ne veut pas alourdir leur famille et qu'elle préfère de loin manger seule, mais la famille insiste toujours pour qu'ils lui transmettent leur message. Plus tard, Ranko apporte certains de ses vêtements à Reiya, ce qui amène Chihiro à se demander s'ils incluent également des sous-vêtements, seulement pour qu'elle le traite de véritable dégénéré. Il lui explique rapidement que sa relation avec Reiya n'est pas ce qu'elle pense et la remercie pour les vêtements. Plus tard, alors qu'il apporte ses vêtements dans sa chambre, il trouve Reiya et Babou en train de manger seuls les feuilles d'hortensia, ce qui le bouleverse à l'idée que Reiya doit vivre une vie complètement différente de lui. Il suggère de sortir se promener et l'enregistre alors qu'elle se promène dans le quartier avec lui, ce qui fait comprendre à Chihiro qu'ils sont les deux seules personnes au monde à savoir qu'elle est un zombie. Pendant ce temps, pour tout le monde, Reiya ressemble à une fille ordinaire. Plus tard, alors que le majordome de Dan les espionne de loin, Reiya dit qu'elle n'a pas utilisé les toilettes et n'a pas eu sommeil depuis qu'elle s'est transformée en zombie. Et même si cela devrait la bouleverser, elle ne s'est jamais sentie aussi heureuse de sa vie. Elle le remercie de l'avoir libérée de la vie qu'elle avait avant lui. Et même si Chihiro est toujours inquiet de la décomposition de son corps, il promet de prendre bien soin d'elle à partir de maintenant, la faisant rougir et lui sourire. Alors qu'il se promène plus tard dans le parc, Chihiro réfléchit trop à ce qu'il adviendrait d'elle une fois la saison des hortensias terminée et n'y prête pas attention car Carcoon est presque lui. Reiya le pousse sur le côté pour le sauver, mais finit par le jeter trop fort à cause de sa force de zombie débridé et Chihiro est blessé. Elle se précipite rapidement pour l'aider à se relever et bien qu'il dise qu'il va bien, Reiya remarque la blessure sur son coude et commence à le lécher. Alors que Chihiro devient étouffant dans son pantalon, la jeune fille insiste sur le fait qu'elle est juste en train de stériliser sa blessure et il s'assoit là, rougissant doucement. D'un autre côté, Ranko commence à courir sur le chemin du retour, frustrée par l'interférence de Reiya avec elle et l'histoire d'amour de Chihiro. Cela lui rappelle la première fois qu'elle a rencontré Chihiro après s'être perdue dans un cimetière et il est venu la sauver. Il lui a tenu la main et l'a ramenée à la maison. Pendant ce temps, elle n'arrêtait pas de penser à quel point il ressemblait à une version plus laide de son prince charmante. Le lendemain, son oncle Dune lui a présenté son fils, qui s'est avéré être Chihiro, et Renko a commencé à espérer qu'ils s'entendraient bien. Cependant, lorsqu'il leur a proposé un film de zombies lors de leur premier rendez-vous, cela l'a complètement dissuadée et l'a fait pisser dans son pantalon. Même lorsqu'elle essayait d'utiliser ses larmes pour attirer son attention, Chihiro ne détournait pas le regard de l'écran jusqu'à ce qu'elle éteigne la télévision et le force à sortir avec elle. Alors qu'il marchait sur le trottoir, elle n'arrêtait pas de lui demander quels étaient ses passe-temps, mais à part les zombies et la nourriture, le garçon ne savait rien. À ce moment-là, Renko trouva un champ d'hortensias et se retourna pour le montrer à Chihiro, seulement pour le trouver en train de creuser le sol, disant qu'un zombie pourrait être enterré en dessous. Alors que Ranko était en colère contre cela, certains garçons de l'école ont commencé à intimider Chihiro parce qu'il traînait avec une fille. Même si elle pensait qu'il aurait la peau épaisse à force de regarder tout le sang des zombies, il a immédiatement hurlé les yeux et s'est enfui. Cela a supprimé tous les sentiments qu'elle avait laissés pour ce cinglé amoureux des zombies. Et comme elle retournait plus tard dans sa ville avec ses parents, elle ne prit même pas la peine de dire au revoir à Chihiro. De retour dans le présent, elle aide un soir dans le restaurant familial et lorsqu'elle revient à la cuisine, elle frappe Chihiro et lui dit de travailler plus dur, même s'il n'est qu'un remplaçant. Alors que les deux commencent à se chamailler, la mère de Renko entre et admire à quel point ils ressemblent de plus en plus à un couple toxique chaque jour. Elle dit même à Chihiro qu'elle ne serait pas surprise s'ils applaudissaient déjà, ce qui embarrasse Renko, et elle essaie de s'éloigner, seulement pour trébucher sur une assiette cassée. Chihiro l'attrape et alors que les étincelles commencent à voler, il retire immédiatement sa main, faisant marmonner Renko qu'il n'a pas besoin de la traiter comme un virus, même s'il ne l'aime pas. Plus tard dans la soirée, alors que les deux prennent des colis à livrer dans le quartier, Chihiro se demande pourquoi elle traîne toujours avec lui au lieu d'aider au restaurant. Renko répond qu'elle est là pour que ses compétences sociales paralysées ne leur fassent pas perdre leurs clients au moment où ils atteignent le temple de Don. Il dit une fois de plus à Chihiro d'arrêter de se relâcher et de faire de Renko sa belle-fille un jour. Mais le garçon reste silencieux et reprend le voyage de livraison de nourriture avec le méchant. Sur le chemin, il mentionne qu'il aimerait rentrer chez lui dès qu'il s'inquiète pour Reiya, seulement pour que Renko le taquine à son sujet et le
le fasse rougir. Il essaye d'expliquer que la relation n'est pas ce qu'elle pense, mais est interrompue par Yasutaka et son petit jouet qui croient tous deux qu'il trompe Reiya avec Renko. Chihiro le nie instantanément, ce qui énerve Renko, alors elle lui dit de ne pas traiter l'idée de sortir avec elle comme si c'était une abomination. Alors que les deux se disputent, Yasutaka demande s'ils sont actuellement au milieu d'une querelle d'amoureux et bat Chihiro pour avoir attrapé tous les méchants alors qu'il est un fou zombie bon à rien. Cela rappelle à Renko sa deuxième rencontre avec Chihiro, survenue 2 ans après son départ, lorsque ses parents décident de s'installer dans son quartier et d'ouvrir un restaurant. Comme ils étaient cousins, sa mère l'appelait souvent pour jouer, mais il refusait toujours chaque fois qu'elle lui suggérait d'aller dehors. Cela n'a fait qu'empirer lorsque sa mère n'a cessé de la pousser à tenir compagnie à Chihiro et lui a suggéré de visiter ensemble un magasin de location de films. Cependant, même lorsqu'elle a accédé à cette demande, Chihiro l'a encore une fois ignoré pour ses films de zombies au magasin. Soudain, un homme habillé en zombie est apparu et l'a effrayé avant de remettre à Chihiro un nouveau film d'horreur américain à regarder. Alors qu'il rentrait chez eux avec ce film, Renko a dit à Chihiro qu'elle n'aimait ni les films d'horreur ni les zombies, mais il a continué à insister sur le fait que ce film était le meilleur et qu'elle l'aimerait. Cela a finalement poussé ses boutons et elle lui a arraché le film des mains, criant qu'elle voulait regarder un dessin animé et a couru vers le magasin pour l'échanger. Cependant, un chien enragé l'a arrêté net et le nouveau méchant qui était en elle est mort. Alors que Chihiro l'a rattrapé lentement, il attrapa une pipe et bien qu'il ait lui-même peur, chassa le chien. Après cela, ils ont tous deux pleuré et sont rentrés chez eux plus tard, les mains jointes. Cette nuit-là, Renko réalisa que même si elle n'était pas sûre d'être tombée amoureuse de Chihiro lorsqu'il l'avait rencontré pour la première fois dans le cimetière, elle était totalement tombée amoureuse de lui après qu'il l'ait sauvée du chien. Alors qu'elle regardait son film de zombie préféré avec lui ce soir-là, Renko lui a demandé quel genre de baiser il voulait pour sa première fois, et Chihiro a dit qu'il voulait embrasser une fille zombie, ce qui l'a déstabilisé. De retour dans le présent, après que Yasutaka ait été entraîné, Renko suggère qu'ils se tiennent la main, et même si Chihiro n'est pas vraiment intéressé, il est obligé de s'entendre. Alors qu'ils se dirigent vers leur prochain lieu de livraison, Renko demande s'il se souvient de la première fois où ils se sont tenus la main, et Chihori répond que c'était probablement lorsqu'il l'a rencontrée dans le cimetière. Réalisant qu'elle n'est pas la seule à s'en souvenir, Renko se relève et permet à Chihiro de rentrer chez elle le lendemain de leurs accouchements. Cependant, dès qu'il célèbre sa liberté, Renko devient jaloux de retourner auprès de Reiya et lui prend la main. Elle le pousse ensuite contre un mur et rapproche ses lèvres pour l'embrasser, pour ensuite se retirer au dernier moment et lui faire la leçon sur la façon dont il doit faire attention à qui l'embrasse. Alors qu'elle s'enfuit embarrassée, laissant derrière elle un Chihiro confus, il s'avère qu'elle est toujours jalouse de son baiser avec Reiya et ne veut pas perdre contre elle. Quelques nuits plus tard, alors que Reiya rejoint enfin la famille de Chihiro pour le dîner, il décide qu'il est plus intéressé par son gâteau et commence à le filmer, rendant tout plus gênant pour la fille zombie. Elle lui dit d'arrêter. Il fait valoir qu'il est important d'enregistrer ses progrès seulement pour que Dune intervienne et dise à Chihiro de retourner à son repas. Alors que la famille recommence à manger, Do remarque que Reiya ne mange que des feuilles d'hortensia et demande si elle était une chèvre dans sa vie antérieure. Chihiro déclare rapidement qu'elle appartient à une famille végétarienne, tandis que Mero regarde Babu qui mange également les mêmes feuilles. Plus tard dans la nuit, alors qu'il rédigeait ses notes, Chihiro ressent le besoin d'envahir à nouveau l'intimité de Reiya et la trouve assise sur le toit avec Babu. Alors qu'il se souvient qu'elle ne dort pas et n'utilise pas les toilettes, Babu saute devant lui et vomit une boule de feuilles. Cela rend Chihiro excité car il suppose que Reiya fera de même et il lui met la caméra au visage attendant qu'elle vomisse. Alors que la fille se sent de plus en plus gênée à cause de ses fétiches étranges, elle lui dit qu'il devra l'emmener dans un centre commercial demain s'il veut continuer à la filmer. Le lendemain, le rêve de Reiya devient réalité, mais alors qu'elle montre à Chihiro la nouvelle robe qu'elle a essayée, il ne s'y intéresse pas car il ne s'intéresse toujours qu'à la filmer. Il lui dit également de se dépêcher et de se décider car c'est la 100e robe qu'elle essaie. Mais Reiya dit qu'elle doit prendre sa décision avec soin puisque c'est la première fois que Chihiro achète pour elle. Cette attaque de Reza fonctionne et Chihiro recommence à réfléchir à la façon dont il devrait protéger le corps de Reiya de la chaleur et se demande à quel point son ancienne vie était mauvaise puisqu'elle n'a même jamais visité un centre commercial. Pendant ce temps, Renko visite un bain public et fait tremper ses melons dans de l'eau chaude, se sentant gênée d'avoir poussé Chihiro contre un mur et d'avoir essayé de l'embrasser l'autre jour. À ce moment-là, elle se souvient que Chihiro avait dit qu'il se sentait responsable de Reiya et qu'il ne pouvait s'empêcher de se sentir irrité. Plus tard, alors qu'elle vérifie son poids, elle se demande comment tout s'est passé pour Reiya depuis qu'elle est entrée dans la vie de Chihiro, seulement pour que Mero entre dans les bains publics au milieu de son épisode. Renko se comporte immédiatement normalement et demande si Mero et ses copines resteront également ici pour la soirée, et la jeune fille hoche la tête. Elle demande également si Chihiro est à la maison, seulement pour apprendre qu'il a un rendez-vous shopping avec Reiya, ce qui la bouleverse.
Cependant, elle s'en sort en déshabillant Mero et en l'entraînant avec ses amis au bain chaud, prévoyant d'y passer toute sa soirée. De retour au centre commercial, elle lui montre enfin la robe qu'elle a décidé d'acheter et Chihiro rougit, marmonnant qu'elle est vraiment mignonne. Comme Raya ne l'entend pas, elle le harcèle pour qu'il le répète, mais il refuse de le faire et il se dirige vers l'aire de restauration. Pendant ce temps, un perdant les suit sur les ordres de Dan, mais Dan lui dit de rester sur place et d'observer seulement jusqu'à ce que Raya soit enfin seule. Après avoir raccroché le téléphone, le bonhomme pratique l'escrime tout en se parlant de la façon dont Raya va bientôt se rendre compte que la liberté qu'elle a trouvée est en réalité fausse et temporaire. Plus tard, alors que Raya s'arrête devant la maison hantée et repère avec désinvolture les défauts des mannequins zombies, Chihiro se cache derrière le rideau et se pisse dessus. Elle trouve ça drôle et se moque de lui plus tard, le faisant rougir d'embarras. Cependant, elle adoucit soudain son expression et le remercie de l'avoir accompagné malgré sa peur. Cela l'excite tellement qu'il montre à Raya l'imperméable qu'il lui a acheté en cadeau et commence à expliquer comment il pourrait mettre de la neige carbonique dans les poches et la garder au froid même les jours chauds, comme lorsqu'elle va à l'école. Raya est tellement touchée par ce geste qu'elle se met à pleurer pour se rendre compte que les zombies ne peuvent pas verser de larmes. Voyant l'air surpris sur le visage de Chihiro, elle dit qu'il y a encore des choses que même lui ne sait pas sur les zombies et promet de tout lui apprendre. À ce moment-là, son estomac grogne et interrompt son flirt. Après quoi, elle sort sa boîte à lunch pleine de feuilles d'hortensia et Chihiro part rapidement manger un morceau. Dès qu'elle est seule, 3 des hommes de Dan qui l'entourent se lèvent et se dirigent vers elle, seulement pour que Yasutaka les devance et lui dise bonjour en premier. Raya ne reconnaît pas son aura dramatique de crétin, alors il lui rappelle qu'il est l'ami de Chihiro qu'elle a rencontré dans la cour d'école il y a quelques jours. Avant qu'elle ne dise autre chose, il lui attrape rapidement la main et l'entraîne vers la sortie, lui disant qu'il y a un endroit vraiment amusant où il l'emmènera. Les sbires se regardent tous d'un air confus, se demandant qui est ce farceur, et décident finalement de les poursuivre. D'un autre côté, dès que Raya réalise que son endroit de divertissement est en fait un banc chaud sous la lumière du soleil, elle dit à Yasutaka qu'elle n'aime pas rester dehors, mais le clown en état de mort cérébrale continue de japper sur les bienfaits de la vitamine D. À ce moment-là, les hommes de Dan frappent, et alors que l'un d'eux élimine Yasutaka, les deux autres attrapent Raya et tentent de l'enlever, seulement pour qu'elle repousse l'un d'eux et se libère de leur emprise. Alors que le chef se remet de son coup de pied de style zombie, elle attrape un banc à proximité pour garder l'autre ravisseur loin d'elle et crie. Chihiro l'entend et court rapidement dehors, seulement pour la trouver agitant le banc comme si de rien n'était, alors qu'elle était entourée des ravisseurs à moitié morts. Lorsque Chihiro l'appelle, elle le laisse rapidement tomber le banc et court dans ses bras, pleurant sur le fait qu'elle était sur le point d'être enlevée. Elle confronte l'un des gars, lui demandant par qui ils ont été envoyés tout en menaçant d'appeler la police. À ce moment-là, l'un des autres gars attrape Chihiro par derrière et les deux le transportent rapidement dans leur camionnette. Pendant ce temps, alors que Raya essaie de les suivre, Yasutaka se met en travers de son chemin et fait son voyage. Alors qu'elle le maudit et se relève, le ravisseur appelle Dan et lui demande ce qu'ils devraient faire de Chihiro, car ils ont dû changer de plan et le capturer à la place. Cela ne sert qu'à assumer le psychopathe qui dit à ses acolytes de le ramener dans son manoir alors qu'il s'apprête à lui donner une leçon. Quelques jours avant l'enlèvement de Chihiro, Mero balayait les feuilles du sol du temple lorsqu'elle aperçut Reyes assis sur un mur. Elle fit signe à Mero, mais avant qu'elle puisse répondre, Chihiro l'appela et lui dit de retourner dans sa chambre pour qu'elle ne tombe pas malade. Mero avait l'impression que leur flirt devenait trop évident et qu'ils devraient prendre une chambre. Mais à ce moment-là, son père est venu et lui a dit qu'il partait pour son travail et lui a dit de ne pas cuisiner sa portion aujourd'hui. Il a également mentionné que Chihiro cuisinerait quelque chose pour lui et Raya et qu'il se sentait fier de la façon dont il avait dépassé son époque de paresseux et avait finalement commencé à se comporter comme un mari au foyer. Lorsqu'elle retourna dans sa chambre ce soir-là, elle remarqua à quel point Chihiro travaillait dur sur ses recherches sur les zombies et réalisa que c'était la première fois qu'elle le voyait agir comme un adulte. Le lendemain, à l'école, l'ami de Maro, Shinoda, a apporté un magazine de théorie du complot à leur club de zombies et a déclaré qu'elle croyait que les zombies étaient réels, mais que le gouvernement cachait simplement leur existence. Cependant, son autre ami Yasuka a noté que si cela était vrai, il verrait des zombies tout autour d'eux, ce qui, heureusement, n'était pas le cas. Shinoda a soutenu que les zombies étaient toujours là, mais qu'ils ne l'avaient tout simplement pas remarqué et a mentionné qu'un de leurs professeurs s'était comporté de manière vraiment sus ces derniers temps. Elle se souvient comment elle l'avait vu donner de la viande crue à quelque chose dans son sac un jour dans la classe d'art et se demandait si cela pouvait être un zombie. Mero a soutenu son affirmation en rappelant qu'elle avait déjà vu quelque chose se tortiller dans son sac et Yasaka a déclaré qu'elle l'avait remarqué pas les faibles ces derniers temps. Pour faire face à la vérité, ils se sont tous les trois cachés dans la salle d'art ce soir-là et ont attendu que leur professeur arrive avec son sac de viande crue. Tout comme Shinoda l'a mentionné précédemment, elle a ouvert son sac et a commencé à donner de la viande à quelque chose à l'intérieur, ce qui a tellement effrayé les filles qu'elles ont renversé une sculpture et se sont fait prendre. Cependant, ils ont appris plus tard
tard de leur professeur qu'elle avait en fait amené son crocodile de compagnie à l'école parce qu'elle n'avait personne pour s'en occuper à la maison. Le lendemain, comme elle n'avait plus de potins sur les zombies à discuter, les filles flânèrent dans un parc voisin où Shinoda dit qu'elle était toujours convaincue que les zombies sont réels, même si leur professeur ne s'avérait pas en être un. Hisaka a demandé à Mero ce qu'elle pensait de la question, ce à quoi elle a répondu qu'elle avait un zombie vivant avec elle à la maison. Les filles ne pouvaient pas y croire et Shinoda lui a dit de prendre une photo la prochaine fois, leur suggérant de la mettre dans leur journal mensuel et d'écrire un article à ce sujet. Maro a déclaré que cela violerait sa vie privée et mettrait leur temple en jeu et a mentionné que le zombie n'était probablement même pas chez lui à ce moment-là. Shinoda ne pouvait pas croire qu'elle avait laissé un zombie sortir dans le monde et craignait de manger des humains. Mais Maro a déclaré que son zombie est végétarien et ne mange que des feuilles d'hortensia. Cela a amené Shinoda à se demander si c'était vraiment un zombie, mais Maro a déclaré que son frère avait dit qu'elle l'était, ce qui a incité la pauvre fille à s'arracher les cheveux et à appeler toute l'histoire un autre produit de l'imagination débridée de Chihiro. Alors que les filles se levaient pour quitter le parc, Shinoda se plaignit de l'état mental de Chihiro et se demanda si sa mère ne l'avait pas grondé, seulement pour que Yasaka lui rappelle que la mère de Mero est morte. Alors que les deux s'excusaient maladroitement, Mero les rassura que ce n'était pas grave car elle ne se souvenait même pas d'elle. Plus tard, alors qu'elle rentrait chez elle, la jeune fille s'est rappelé que le seul souvenir qu'elle avait de sa mère était ses mains froides et bandées et le fait qu'elle ne pouvait pas déterminer sa température. Après avoir réalisé qu'elle lui manquait toujours, Mero rentra chez elle pour entendre Chihiro et Ranko se battre pour un film de zombies à l'intérieur de la maison. Elle soupira et se rendit au cimetière pour rendre hommage à sa mère et découvrit que Chihiro lui avait encore une fois offert des biscuits grotesques alors qu'elle remplissait la pierre tombale de ses propres friandises. Reyes s'est présentée et l'a accueillie chez elle, mentionnant qu'elle se promenait simplement dans le cimetière puisque Chihiro avait des quêtes terminées et qu'elle ne voulait pas gêner. Elle marmonna également qu'elle craignait parfois de rendre les choses difficiles pour Chihiro et son entourage, mais Mero la rassura que ce n'était pas le cas. Reya a alors demandé quelle tombe elle visitait, seulement pour apprendre que c'était celle de sa mère, ce qui lui a finalement fait comprendre pourquoi elle ne la voyait pas dans la maison. À ce moment-là, elle s'est tournée vers la tombe et a dit à la mère de Mero à quel point elle était une bonne fille et comment elle s'occupait de tout chez eux sans effort. Elle l'a comparée à la famille surprotectrice dans laquelle elle a grandi, où elle était traitée comme une princesse qui ne touchait jamais à une louche et disait à Mero qu'elle l'admirait beaucoup. À cela, la jeune fille a déclaré que sa vie aurait été plus facile si Chihiro n'était pas l'incarnation humaine d'un paresseux, faisant rire Reya. Elle a ensuite demandé à Mero d'utiliser son aide pour les tâches ménagères et a souri, ce qui lui a instantanément rappelé sa défunte mère. Cette prise de conscience la fit rougir et alors que son cœur commençait à battre à tout rompre, Meryl détourna le regard, incitant Raya à vérifier si elle avait de la fièvre. Cependant, tout comme sa mère, Raya s'est reculée et a ri du fait qu'elle ne pouvait pas déterminer la température, ce qui a poussé Meryl à l'appeler maman par erreur. Bien que cela ait dérouté Raya, Mero était tellement embarrassée qu'elle a essayé de s'enfuir pour ensuite trébucher et tomber et se retrouver avec un genou blessé. Plus tard, alors que Reya soignait sa blessure, Mero lui présenta ses excuses et se demanda pourquoi elle avait soudainement appelé sa maman. Le lendemain, elle a montré la photo de Reya à ses amis, mais ils ont refusé de croire qu'une si belle personne puisse être un mort-vivant. De retour dans le présent, alors que Chihiro se retrouve attaché à une chaise dans le manoir de Dan, une femme de chambre lui apporte un verre de jus de fruits frais et lui demande de le boire s'il a soif avant de partir. Cependant, Chihiro pique une colère sur le fait que l'enlèvement de personnes est un crime punissable et demande ce qu'il ferait s'il s'adressait à la police. Il continue de crier des bêtises jusqu'à ce que la porte s'ouvre enfin, seulement pour qu'une Arya défoncée entre à la place de la femme de chambre cette fois. Alors que Chihiro se demande qui est ce méchant, Arya se présente comme la femme de Dan et lui dit de fermer son piège car elle essaie seulement de profiter d'un moment de paix. Alors qu'il ouvre la bouche pour parler, Arya demande s'il est le garçon avec qui Reya reste et alors qu'elle s'installe sur le canapé, elle se demande s'ils se sont déjà applaudis. Tout comme Chihiro ne sait pas quel type de mère elle est, Arya se rend compte qu'ils sont toujours coincés au stade du baiser et explique que puisque Reya est émotionnellement gardée, elle doit être sauvage au lit. Elle leur conseille également de le faire rapidement avant que son corps de zombie ne commence à pourrir et rit hystériquement en traitant Reya de monstre. Chihiro dit enfin qu'elle est folle de penser de cette façon à la fille à laquelle elle a donné naissance. Seulement pour apprendre qu'Arya est la deuxième épouse de Dan et la belle-mère de Reya. Il est choqué d'apprendre cela et dit que Reya ne le lui a jamais dit, seulement pour qu'Arya révèle que la fille elle-même ne le sait pas, car c'est le plus grand tabou de leur famille. Après cela, la femme seule décide de lui raconter son histoire sanglante et révèle qu'elle était femme de chambre au manoir de Dan avant de devenir sa femme. Il s'avère que puisque Dan était l'héritier de sa fortune familiale, plusieurs femmes belles et bien éduquées ayant de bons liens familiaux ont été amenées dans le manoir en tant qu'épouses potentielles, et parmi elles se trouvait Arya. Elle explique qu'avant de venir ici, Dan n'avait jamais montré d'intérêt pour aucune des servantes, même si elles secouaient toujours leur gâteau dans sa direction. Alors, quand elle est venue ici, une des servantes lui a dit de ne pas essayer d'attirer son attention, car il est plus intéressé à se faire pilonner par les hommes qu'à applaudir les femmes. Cependant,
Arya lui a dit avec arrogance que s'il n'était pas intéressé par leur vilain visage, cela ne veut pas dire qu'il ne s'intéresserait pas non plus à elle. À partir de ce moment-là, Arya a pris soin de tous les besoins de Dan avant même qu'il ne le lui dise et a réussi à devenir sa servante numéro 1. Cependant, même si elle essayait de faire un pas vers lui, il a agi de manière inconsciente et à la fin, il n'est jamais tombé amoureux d'elle. Cela l'a amené à se demander si cette femme de chambre avait raison sur le fait qu'il était un drapeau arc-en-ciel. Mais tout a changé lorsqu'un jour, des invités d'une organisation sont venus au manoir pour le regarder tirer. Parmi ces invités se trouvait une jeune fille en fauteuil roulant qui a attiré l'attention de Dan. Et dès le lendemain, il lui proposa le mariage. Cependant, cela a mis les membres de sa famille en colère car ils n'étaient pas prêts à laisser leur héritier épouser une personne qui ne pouvait même pas se débrouiller seule. Mais Dan leur a dit qu'il renoncerait à son héritage si cela signifiait l'épouser. Peu de temps après leur mariage, Raya est née et sa mère est décédée pendant l'accouchement, laissant Dan le cœur brisé. Alors qu'il perdait l'envie de vivre, Hera prit soin de lui et le ramena à la vie, espérant qu'un jour, il aurait enfin envie d'applaudir. Heureusement, ce jour est vite arrivé et Arya l'a finalement épousé, attendant avec impatience d'aller en ville avec lui. Cependant, même après des années de mariage, il ne l'a toujours pas emmenée. Chihiro ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Alors elle lui explique que les personnes mariées sont censées développer un complot ensemble. Mais dans son cas, Dan ne s'est même pas entendu avec elle, et encore moins s'est fait de nouveaux héritiers. Elle révèle qu'il ne l'a épousée que parce qu'il pensait que Raya avait besoin d'une mère, mais en réalité, elle n'avait besoin de personne sauf Dan dont le monde tournait autour d'elle. Cependant, Arya souffrit tranquillement et l'accepta, supposant qu'il l'aimait simplement comme une fille, jusqu'au jour où le majordome lui montra la vraie photo provenant d'un trou secret dans leur bibliothèque. Alors qu'Arya voyait Dan prendre des photos effrayantes de Raya sans ses couvertures d'intrigue, elle réalisa qu'il ne l'aimerait jamais parce qu'elle n'était pas Raya. Elle dit à Chihiro de ne pas appeler cette saleté dégoûtante sa fille, lui faisant réaliser à quel point Raya a dû souffrir de la part d'une mère émotionnellement violente en plus d'un père qui aurait dû être derrière les barreaux. À ce moment-là, Arya enlève la robe de ses épaules et montre à Chihiro ses bénédictions, lui demandant de coucher avec elle pour compenser le fait que son mari ne le fasse pas. Cependant, au moment où elle lui fait goûter ses melons, Chihiro retombe sur sa chaise et déclare que les seuls melons qui l'intéressent appartiennent à Raya. Cela fait pleurer la femme de tout son cœur et se demande pourquoi tout le monde aime Raya mais pas elle. Seulement pour que Babou apparaisse à ce moment-là. Arya suppose qu'il essaye de la réconforter et le prend rapidement dans ses bras, pour le jeter instantanément en apprenant qu'il est aussi un zombie. Elle dit ensuite aux domestiques de chasser le chat et Chihiro de sa maison, seulement pour que le garçon lui rappelle qu'il ne serait même pas là sans son mari puant. À ce moment-là, une femme de chambre se présente et emmène Chihiro rencontrer Dan et l'amène dans une pièce faiblement éclairée. Soudain, les lumières s'allument une à une, révélant chacun des précieux trésors de Dan sur le mur, et Chihiro se demande s'il essaie de le rendre jaloux en montrant qu'il a vu le complot de Raya. La tactique ne fonctionne évidemment pas, mais le malade se présente et remercie Chihiro d'avoir ramené Raya à la vie et d'avoir intensifié encore plus son amour pour elle, avant de dire qu'il ne lui pardonnera jamais d'avoir essayé de lui enlever sa pureté. Au même moment, Raya monte dans un taxi et se dirige vers le manoir de sa famille. Plus tard, Dan amène Chihiro à son dojo, où le pauvre garçon est choqué de voir une photo de lui de la taille d'un panneau d'affichage avec sa première femme au plafond. Après l'avoir rassuré sur le fait qu'il n'est pas là pour le faire mourir, Dan lui dit de choisir n'importe quelle arme de son choix dans sa vaste collection et de se battre avec lui pour découvrir qui est le meilleur match pour Raya. Juste au moment où Chihiro se demande dans quelle grille se trouve ce type, Raya arrive à son manoir et se précipite rapidement, pour être accueillie par ses servantes à la porte. Elle demande à rencontrer son père, mais les femmes de chambre lui disent qu'il est occupé et qu'il ne la verra pas pour le moment avant de lui dire de se détendre. Raya fait valoir qu'elle ira le voir de toute façon, seulement pour que les gardes la capturent. Pendant ce temps, lorsqu'une autre femme de chambre informe Arya que Raya a été capturée et se demande si elle aimerait la voir, la femme dit qu'elle n'a aucune raison de voir la fille qui a ruiné sa vie. Au même moment, la jeune fille est jetée dans une cellule ombragée et se demande pourquoi elle est traitée comme une criminelle dans sa propre maison. L'une des servantes explique qu'elles ne font que suivre les ordres de Dan, qui n'est pas très content de la romance éclair qu'elle entretient avec Chihiro. Cela met Raya en colère et elle leur dit de suivre son ordre et de la relâcher immédiatement, seulement pour que les servantes sadiques s'excitent et disent qu'elles devront la punir à cause de son insolence. Alors que les lumières s'allument, Raya se retrouve vêtue d'une tenue de femme de chambre avec les filles criant à quel point elle a l'air sexy et leur dit d'arrêter leurs bêtises immédiatement. Cependant, cela ne fait que faire battre leur cœur et ils passent rapidement à son prochain costume, ce qui amène Raya à se demander où se trouve Chihiro en ce moment. Alors que les lumières se rallument, Raya se retrouve habillée en chaud de lapin et finit par se lasser de cette soirée costumée. Alors que les femmes de chambre s'affairent à essayer de trouver sa prochaine personne, Raya dit qu'elle doit retrouver son petit ami et brise facilement la chaîne qui la lie. D'un autre côté,
Dan dit à Chihiro qu'il gagnera ce duel s'il parvient à lui porter un seul coup. Mais le garçon trouve cela injuste car il n'a jamais fait d'escrime auparavant. Le vieil homme lui dit de simplement choisir une arme qu'il peut utiliser ou d'y aller à point nu s'il connaît les arts martiaux. Mais Chihiro lui rappelle qu'il n'est pas John Wick mais un simple idiot qui aime les petits pains chauds de sa fille. Cela met Dan en colère et il le traite de perdant pathétique. Vous vous demandez pourquoi Reiya a choisi un si fauché plutôt que son père riche et puissant. En entendant cela, Chihiro perd sa dernière cellule cérébrale et commence à sauter autour de Dan, le traitant d'idiot de ne même pas comprendre une chose aussi simple. Lorsque le bonhomme ne le comprend pas, Chihiro explique que son aura de maniaque du contrôle est ce qui est rebutant, car suggérer un duel pour décider avec qui sa fille va être montre à quel point il respecte peu ses sentiments. En plus de cela, il mentionne à quel point il est dégoûtant de prendre des photos bizarres de sa propre fille, ce qui fait rougir le fou. Chihiro dit que ce n'est pas étonnant qu'elle se soit enfuie de la maison, car qui d'autre voudrait être avec un père qui veut juste qu'elle l'appelle papa. Alors que Dan perd patience, Chihiro continue de japper sur la façon dont il devrait laisser Reiya décider quoi faire de sa vie au lieu de projeter sa femme décédée sur elle et de la garder en cage sous prétexte de la protéger. Cela sert de clou dans le cercueil et Dan attaque Chihiro, le poignardant avec son épée d'escrime juste au moment où Reiya entre dans la pièce. Le bonhomme demande au garçon s'il croyait vraiment qu'il ne lui ferait pas de mal seulement pour que Chihiro lui attrape le visage et lui donne un coup de tête dans l'espoir de donner un peu de sens à son cerveau grillé. Juste au moment où Dan crie de douleur, Chihiro se retourne pour trouver Reiya dans sa tenue de lapin sexy, ce qui fait disparaître son petit gars dans toute cette douleur. Cependant, lorsque Dan se demande comment il peut agir de manière si nonchalante après avoir été percé, il se rend compte que depuis que Reiya a léché sa plaie ouverte l'autre jour, une partie de son poison s'est retrouvée dans son sang et l'a transformé en demi-zombie. En colère d'apprendre que Reiya l'a léché, Dan saisit rapidement son épée et charge pour décapiter Chihiro, seulement pour que Reiya intervienne et finalement le désarme. Elle le met en garde contre le fait de blesser Chihiro à nouveau et dit qu'elle le combattra s'il le fait, seulement pour que le vieil homme perde toute son aura et la supplie de venir avec lui en Amérique afin qu'il puisse trouver un remède à son état et la guérir. Cependant, Reiya lui dit de mettre son passeport derrière lui et de la laisser tranquille, car elle préfère vivre une courte vie ici, avec Chihiro, plutôt que de poser pour ses séances photos bizarres pour l'éternité. Dan ne comprend pas pourquoi une fille aussi parfaite qu'elle gâcherait sa vie, seulement pour que monsieur son petit ami intervienne et traduise que Reiya ne veut pas être parfaite ou spéciale. Elle veut juste être normale. Cela donne finalement un peu de sens à Dan et il commence à pleurer, se reprochant d'avoir forcé sa fille à se rendre morte. Cependant, Chihiro s'avance et lui dit qu'il ne peut pas aider Reiya seul en raison de ses connaissances et de ses ressources limitées, et qu'il aura éventuellement besoin de son soutien. Dan accepte et s'incline devant lui, lui demandant de prendre soin de Reiya jusqu'à ce qu'il trouve un remède pour la sauver en Amérique. Mais juste avant que Chihiro pense que tout le mauvais sang a disparu, il lui murmure à l'oreille que s'il ose même prendre la carte V de Reiya, il pulvérisera les joyaux de sa couronne cette fois. Dès que Dan part, Chihiro sent enfin le poison de l'Hortensia entrer en jeu et s'effondre pour se réveiller plus tard dans sa chambre. Reiya le serre immédiatement dans ses bras, lui faisant réaliser qu'il peut enfin ressentir à nouveau la douleur et dit qu'elle est heureuse qu'il ait repris ses esprits. Il rougit et remarque qu'elle porte une tenue d'infirmière. Et Reiya explique qu'elle ne l'a portée que parce que sa femme de chambre a dit qu'il l'aimerait. Il remercie Dieu de l'avoir béni avec cette vue seulement pour que Renko saute dans ses bras à ce moment-là et bloque la belle vue. Elle le maudit d'avoir toujours des ennuis, mais Reiya prend ses responsabilités et s'excuse de lui avoir causé cela. Amusé par sa réaction et sa tenue, Renko se tourne finalement vers elle et la présente comme la cousine et fiancée de Chihiro, la faisant rougir de surprise. Le perdant le nie instantanément, mais Renko lui rappelle qu'il a promis un jour qu'il deviendrait de son fiancé quand ils étaient jeunes et qu'il ne savait pas ce que cela signifiait. Comme Chihiro lui dit, ça ne compte pas. Renko révèle qu'elle ne faisait que plaisanter avec lui, mais Reiya se rend compte haut et fort que ce méchant est également amoureux de Chihiro, ce qui signifie qu'elle doit intensifier son jeu. Quelques nuits plus tard, alors que le duo reprend sa routine normale, il dîne avec la famille de Chihiro et Mero révèle qu'elle a préparé différents types de plats et de soupes à base d'hortensias pour Reiya. Dune se demande si elle pourrait lui donner un meilleur goût, mais elle accepte calmement la défaite et dit qu'elle ne pourrait pas. À ce moment-là, Jogoro perd à nouveau la tête et court vers Reiya, la prenant pour sa seconde épouse Kyo. Mais Chihiro le repousse facilement. Dune s'excuse pour le chahut, mais Reiya lui dit que tout va bien. Même si Chihiro craint que sa famille ait commencé à soupçonner que quelque chose ne va pas avec Reiya, ils ne le disent pas à haute voix par respect. Quoi qu'il en soit, ils pensent que Reiya fait désormais partie de leur famille, même si elle n'est pas encore sa femme, et jurent qu'il sera là pour elle jusqu'à la fin. Plus tard dans la nuit, ils suggèrent qu'ils se promènent dehors et amènent Reiya à une rivière voisine, s'excusant d'être si radin et lui montrant un endroit si boiteux.
Cependant, la jeune fille est heureuse d'être là où elle est, car même si elle vivait dans un manoir d'1 million de dollars, elle n'a jamais pu expérimenter ces petites joies. Alors qu'ils rentrent chez eux, Rhea aperçoit une affiche pour un prochain festival de feux d'artifice et se souvient qu'elle ne les regardait que depuis la fenêtre de sa chambre. Chihiro dit qu'il n'y est jamais allé non plus et suggère qu'ils portent tous les deux des yukata et le visitent ensemble, la rendant secrètement heureuse que ce soit un rendez-vous. Alors qu'ils rentrent chez eux, Chihiro continue de réfléchir à la manière dont il peut empêcher le corps de Rhea de pourrir et va voir Jogoro pour le retrouver au milieu de ses épisodes psychotiques. Alors qu'il fait les 100 pas dans le couloir, Maro apparaît et demande pourquoi il ne laisse pas Rhea aller à l'école comme elle le faisait, ce à quoi Chihiro trouve des excuses boiteuses comme si elle avait un corps faible et des problèmes de santé. Mero se souvient que lorsqu'elle partait pour l'école le matin, Rhea a dit qu'elle était jalouse d'elle, ce qui fait finalement comprendre au perdant mort que la vie actuelle de la fille est loin d'être normale, et c'est lui qui en est responsable. Quelques nuits plus tard, le festival de feux d'artifice est annulé en raison de fortes pluies, mais Chihiro en accuse son pessimisme et s'excuse auprès de Rhea. Elle lui dit que ce n'est pas de sa faute et lui demande de l'emmener au festival l'année prochaine si elle ne se transforme pas en momie desséchée d'ici là. Le lendemain matin, alors que Yasutaka blâme son répulsif pour Poussin Zora pour la pluie de la nuit dernière, Moji lui dit qu'il repousse tout autant les gars, mais Chihiro est perdu dans ses pensées comme toujours. Alors que Yasutaka le taquine sur les scénarios qu'il imagine avec Rhea, Renko court vers Chihiro et l'étrangle, rendant tous les garçons jaloux de ses coussins contre son visage laid. Plus tard, il lui parle du festival de feux d'artifice et de la colère de Rhea lorsqu'il a été annulé, seulement pour que Renko leur suggère d'organiser leur propre festival dans son temple. Alors qu'il rentre chez lui avec enthousiasme, il trouve Rhea en train de balayer le sol avec Maro et lui parle de leur nouveau plan. Même si au début elle se sent aussi excitée, dès que Chihiro mentionne que Renko viendra aussi et l'aidera avec son yukata, la jalousie frappe à nouveau et Rhea ne se sent plus heureuse. Ce soir-là, Renko apparaît en elle avec un tas de feux d'artifice et monte à l'étage pour aider Rhea. Dès qu'elle enfile la robe, Renko s'inquiète de la blessure au ventre et suggère de sauter la ceinture. Cependant, Rhea insiste pour qu'elle l'attache très étroitement car la blessure ne se refermera jamais d'une manière ou d'une autre. Plus tard, alors que Renko attache sa ceinture, Rhea mentionne que son amitié avec Chihiro semble très étroite. La jeune fille explique comment ils sont ensemble depuis qu'ils sont jeunes et bien que l'obsession malsaine des zombies l'ait d'abord énervé. Elle a fini par le chérir en tant que personne. Rhea dit qu'elle comprend ce sentiment et Renko mentionne soudainement à quel point elle a l'air normale dans le yukata bien qu'elle soit un zombie. Rhea dit qu'elle ne sait pas combien de temps il lui reste et qu'elle veut profiter de tout ce qu'elle a en ce moment. Mais Renko pense que Chihiro trouvera une solution pour la garder en vie et dit qu'elle devrait rester ici pour toujours. Cela la prend au dépourvu et elle marmonne que rester ici pour toujours signifierait que Renko ne pourrait jamais applaudir Chihiro, ce qui fait soupirer le méchant et s'installe sur le lit. Elle demande ensuite à Rhea si elle aime le garçon ou non, ce à quoi elle commence à bégayer, se demandant si elle peut l'avoir pour elle toute seule si elle ne veut pas de lui. Lorsque Rhea a du mal à lui répondre, Renko l'attrape par les épaules et lui dit d'essayer car il ne lui reste plus beaucoup de temps. Elle dit également à Rhea qu'ils sont rivaux amoureux, mais cela ne signifie pas qu'ils doivent se retenir l'un pour l'autre et lui souhaite bonne chance, ce qui les transforme finalement en face B. Plus tard, alors que tout le monde profite de son feu d'artifice personnel, Chihiro demande à Rhea si elle n'est pas satisfaite de quelque chose ici et si elle souhaite un plus grand festival à l'avenir. Rhea dit que tout est excitant tant qu'il est à ses côtés et le rassure qu'un petit événement intime est bien mieux pour elle que d'être entourée de parfaits inconnus. Le lendemain, elle retourne chez elle récupérer ses affaires avant de reprendre l'école. Seulement pour qu'Aria lui bloque la sortie et révèle que même si elle ne l'expulsera pas de son école, elle ne l'aidera pas non plus si son identité de zombie est révélée ou si elle a des ennuis. Rhea hoche simplement la tête et la remercie avant de quitter la maison et de se regrouper avec Chihiro. Les deux se dirigent vers leur lieu de rendez-vous, l'hôtel abandonné, et s'assoient maladroitement dans le hall où ils ont eu leur première conversation. Chihiro dit à Rhea qu'il veut qu'elle reste sous sa forme de zombie le plus longtemps possible, et Rhea admet qu'elle ne veut plus avoir de regrets dans sa vie, alors elle fera tout ce qu'elle ne pouvait pas faire auparavant. Après qu'ils se soient souri, Chihiro se lève et pense à quel point il a de la chance. À ce moment-là, Rhea perd connaissance et saute sur lui en mode zombie, l'embrassant si fort que sa lèvre commence à saigner et lui fait se demander comment il a eu autant de chance. Chihiro parviendra-t-il à guérir Rhea ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Laissez un like si vous l'avez apprécié et abonnez-vous pour d'autres récapitulatifs géniaux.